Megan, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on a eu quelques problèmes, petits problèmes techniques. Donc, merci encore d'être présente avec nous. On est vraiment désolé pour le retard, mais on est bien là. Puis, on est vraiment très, très heureux de faire cette séance d'ouverture avec vous aujourd'hui. Euh, donc, on tient à préciser que ce panel est disponible en français et en anglais. Donc, vous allez pouvoir avoir une traduction en sélectionnant le bouton Interprétation dans la barre de votre fenêtre Zoom, si jamais vous voulez une traduction dans les deux langues. Donc, avant toute chose, même si cet événement est en virtuel, nous rejoignons cet appel de différents lieux à travers ce que nous appelons aujourd'hui maintenant le Canada. Je vous rejoins personnellement de Tiohtià:ke, ou communément connu sous le nom de Montréal, euh, un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinabeg. Par la présente, je tiens à honorer et reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles je vous rejoins aujourd'hui. Et je tiens évidemment à les remercier pour leur hospitalité euh, et leur accueil, ce qui me permet de vous rejoindre aussi dans de bonnes conditions pour participer à cet échange. Un petit peu de contexte pour cet événement, un contexte rapide évidemment. Tout d'abord, on souhaite vous remercier nos commanditaires, donc le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, la Fondation David Suzuki, la Fondation familiale Trottier, l'Université de Montréal, Environnement Jeunesse, Logique et les fonds de solidarité FTQ. Nous remercions aussi les organismes partenaires des dialogues qui ont épaulé la coordination de ce bel événement. Donc, on a Copticom, Environnement Jeunesse, Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, la Fondation David Suzuki, Oxfam Québec, Projet pour la réalité climatique Canada, Réseau Action Climat Canada, Université de Sherbrooke et le Climatoscope. Donc, les dialogues, ce sont 2 semaines de rencontres intersectorielles qui coïncident avec les dates de la COP. Les dialogues offrent vraiment une plateforme propice aux échanges et à l'apprentissage, que ce soit sur des sujets relatifs au COP, mais aussi sur des sujets relatifs aux enjeux environnementaux et climatiques québécois et canadiens. Donc, les dialogues, ils ont pour but de rehausser l'ambition climatique, de sensibiliser à l'environnement et aux négociations climatiques internationales, mais aussi de mobiliser la société civile autour des COP. Puis aujourd'hui, on est dans le premier jour de la COP, donc on va vraiment en parler, on va en parler ensemble. Euh, euh, voilà, l'édition 2022 des Dialogues pour le climat a connu vraiment un véritable succès. Donc, en effet, on a quand même tenu une trentaine d'événements. On a su mobiliser plus de 1000 participantes à travers le Québec, le Canada, mais aussi à l'international. Donc, on en est très fiers. Et fort de cette réussite, ben, on aimerait que ce soit tout aussi, la participation soit tout aussi massive cette année encore. Donc, je vous invite à retrouver la programmation pour vous inscrire à d'autres événements vraiment intéressants aussi. Euh, puis, voilà, on va commencer l'événement. Évidemment, cet événement est enregistré. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise à ce que on vous voit ou on vous entende, n'hésitez pas à fermer votre micro et votre caméra. Puis, il y aura des temps de questions à la fin du panel. Vous pouvez les poser dans le chat tout au long de la discussion, mais un temps sera réservé aux questions. Donc, il suffira de vous lever la main, puis on vous donnera la parole. Donc, je vais laisser maintenant la parole à notre animatrice Annie Chaloux, professeure agrégée à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Bonjour Donc, Annie. bonjour tout le monde. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, notre panel fait un retour sur les COP, les points à regarder ensemble, puis une réflexion aussi un peu plus large sur le rôle de ces négociations climatiques internationales et comment mieux lutter contre les changements climatiques. Donc, je vais vous présenter nos 4 conférencières. Donc, tout d'abord, nous avons Monsieur Kanao-san Kevin Deere de la communauté Mohawk de Kanesatake. Il nous fera une séance d'ouverture des dialogues. S'en suivra également une discussion avec lui et nos autres panélistes. Donc, Marwan Jundi, qui est délégué de Génération Climat Montréal et il est chargé de projet à l'Union des municipalités du Québec.
Colette Lelièvre, qui est aussi responsable des campagnes et des actions chez Amnesty International Canada francophone. Et finalement, Salomé Sané, qui est chargée de campagne climat chez Greenpeace Canada. Donc, bienvenue à vous toutes et tous. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à M. Kevin Deere pour la cérémonie d'ouverture. Uyane, 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 yo ho. Negadiwa itinito sa watong sadado agway what's kunorado. Newa iwan wani sarade. Azay gusego gan idwes nedzi gigo ostawa kawi. Nedo wana duka yatini stan hudza. Tana sayu got kon haja agway no hodi what's the chata wani sarage nekadi nota ne onakti da yedo nuwarado. Agre toka dinichi antka daso kadinayotu ne nigura. So to all of you that are listening this morning, so welcome. I started out with this water drum because there is water in here. From that water comes all of the plants and the forests. Then comes us, the animals. When we come into this world, everything is held together by natural law. And each and every one of us, when we come into this world, are given that sacred breath. So now that we have the sacred breath, we can speak. When this drum sounds its voice, it too is speaking because it becomes alive just like us. If you look at your chest right now, your chest is expanding and contracting. Your heart muscles expanding and contracting. The snow comes, the snow goes. The snow comes, the snow goes. Grandmother Moon raises up the oceans, lowers it, raises up, lowers it. So when that drumstick hits that skin, we're all participating in a sacred dance. When we fully understand what that's about, this walking clay that is infused with spirit that now I can express itself, this thing needs to be respected. It comes from the earth. That's our mother. We're supposed to be the eyes, the voice of the very thing that sustains us every day. And the reason why we come here is to be happy. Everything that we need to live is provided from the unconditional love of our earth mother. And all that is required of us is that every day we give thanks. So this morning you all had the opportunity to open your eyes. This is your birthday. This morning that sun comes out of the earth, it reaches a midway point. At the end of the day, it's going to go back into the earth. That's a reflection of our life. Yesterday's history, tomorrow's mystery. All we have is the power of today and now. So tonight we're going to hit that pillow and go to bed. Are you waking up tomorrow? Hopefully so. But there is a day coming that ain't going to happen. Do you know when it is? No. So you live each day like it's your last. You give it your best and you try to leave this place a better way than you inherited. So those future generations that are coming, when they will be born, they will inherit a happy, safe, clean, beautiful, peaceful, loving home. That's our responsibility to them. So when we sing our sacred songs, we acknowledge and we give thanks to all of creation, starting with Mother Earth, all of the waters, all of the plants, all of the medicines, our life supporters, the corn, the beans, the squash, the animals, the deer, the moose, the caribou, the trees, the forest, the wood, all of those beautiful birds. When we finish with this, we look up and now we acknowledge the four winds, the big winds, the smaller winds, our grandfather, the thunder beings, our elder brother, the sun, our grandmother, the moon, the stars, the star knowledge, the star stories. Then we go into the ancestor realm because we're all going to be ancestors in a not too distant future. So that source of life for all life, we are grateful and we are thankful, and all we are supposed to do is to have this attitude of gratitude. So that's how we start every one of our talking, be it ceremonial, political, social. We always do these words because then it helps to remind us, who are we? Where do we come from? Why are we here? And where are we going when we leave this place one day?
So anyways, that's a ceremony that I started out with, and I'll turn it back over now to the host for the next part. Go, merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you, Kevin, for your ceremonial opening. Everyone, bonjour tout le monde. Bienvenue donc à cette première conférence, ce premier petit déjeuner pour le climat. Sans plus attendre, en fait, je vais commencer. On sait donc que la COP commence aujourd'hui. Plusieurs promesses ont été faites dans les dernières années, plusieurs engagements, plusieurs critiques aussi. On court lorsque l'on parle des COP. Et aujourd'hui, on veut amorcer une réflexion sur le bilan. Donc, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant? À quoi s'attendre de la prochaine COP? Et aussi avoir une réflexion un peu plus large sur les grands enjeux à surveiller et certains éléments qu'on doit toujours garder en tête lorsqu'on pense à ces négociations climatiques internationales. Merci Colette, merci Marouane, merci Salomé d'être ici avec nous aujourd'hui. Et merci Kevin d'être avec nous. Je me permettrai peut-être de lancer une première question je vous laisserai donc à vous, panélistes, commencer à répondre. Marouane, je vais te regarder pour commencer donc cette première question. Peut-être si tu voulais nous donner tes lumières sur un peu les éléments qui ressortent de la COP de l'an dernier. Quels sont les résultats peut-être que tu aimerais souligner, les forces, les faiblesses qui ont marqué la dernière COP? Oui, puis bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'inviter. Merci d'avoir ces dialogues. Moi, la COP27, c'était une COP particulière parce que j'ai eu la chance d'y être justement à titre de délégué de Génération Climat Montréal. Donc, c'était vraiment une grande masse de contenu que j'ai dû absorber d'un coup. Évidemment, il y a eu tous les éléments de politique là qui sont ressortis, la création d'un fonds pertes et préjudices, c'était une demande historique quand même des pays du Sud du milieu militant également. Et puis, c'est une demande qui a été enfin répandue après vraiment moult négociations. On est resté un peu sur notre faim l'année dernière parce que ça manquait de concret. Le fonds, il était créé, mais il n'y avait pas vraiment autre chose. C'était pas opérationnalisé. Mais on y reviendra plus tard. Je viens d'avoir la nouvelle aujourd'hui, justement, premier jour de COP, qui a eu un accord pour l'opérationnaliser. Je ne sais pas si vous en savez plus. J'ai pas encore eu le temps de plonger là-dedans, mais déjà ça, c'est une première victoire qui poursuit le travail l'année dernière. C'est sûr que sur les objectifs d'atténuation et la réduction de la limitation de l'augmentation de la température à 1,5, l'année dernière, on est vraiment resté sur notre fin. En fait, c'était vraiment une grande déception qu'il n'y ait pas eu plus d'engagement là sur cette cible en particulier. Et il y a eu même une crainte qu'il y ait un bris de confiance si on ne poursuit pas là-dedans. Mais à part peut-être ces éléments de politique, moi vraiment, ce avec quoi j'en suis ressorti, c'est des apprentissages sur ce que ça implique d'être observateur de la société civile dans les conférences des partis. C'est sûr qu'il y a beaucoup de débats sur leur caractère répétitif peut-être ou autre, mais moi, ça m'a aidé à comprendre comment justement, en tant qu'un petit individu dans un océan de délégués, on peut essayer de s'organiser collectivement pour avoir une influence. J'en ai eu trois grands apprentissages, si je peux peut-être en parler. C'est d'abord que c'est important de bien comprendre l'univers mental des COP avec tous les acronymes, toutes les négociations, etc. Parce qu'on peut vite être troublé quand on arrive là-bas. Et justement, apprendre, ça sert à mieux réfléchir à des stratégies. Et cet apprentissage doit être transmis à travers les différentes cohortes de gens qui s'y rendent pour avoir le plus d'impact possible. Le deuxième apprentissage, justement, c'est qu'on apprend en groupe, notamment avec des gens plus expérimentés. On se répartit aussi les négociations à observer. Et puis, il y a vraiment un rôle pour tout le monde qui y va et qui reste ici aussi pour faire un petit peu des jeux d'échelle, parce que beaucoup du travail là-bas, c'est d'aller voir nos gouvernements pour faire avancer des dossiers en politique domestique aussi. Et, euh, et aussi, c'est d'aller rencontrer la société civile d'autres pays, de mettre un petit peu des visages, des sourires ou des larmes aussi sur les impacts en apparence éloignés de la crise climatique et à répondre à des appels à la solidarité internationale. L'année dernière, par exemple, c'était en Égypte, où il y a un contexte des droits humains qui est très précaire et
où une des revendications de la société civile présente sur place, c'était la libération de prisonniers politiques, dont Alaa Abdel Fattah, je ne sais pas si vous en rappelez un petit peu. Et donc, ça sert à ça aussi, notre présence là-bas. Donc, c'est autant des résultats de politique dont on discutera tout au long de ces 2 semaines et pendant longtemps encore jusqu'à ce qu'on qu'on ait vraiment des engagements solides, puis tous les résultats aussi de la société civile, comment elle s'implique. Merci beaucoup, Marwan. J'en profiterai peut-être avec ce que tu as mentionné pour me tourner vers Colette, étant donné que les COP, c'est pas la première année donc que vous les suivez. De votre côté, est-ce qu'il y a des résultats marquants de l'année dernière que vous aimeriez aborder avec nous? Ben, il y a effectivement déjà le fonds pour les pertes et préjudices, comme Marouane le disait, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Mais il y a également la création d'un programme de travail consacré à la transition juste qui a été adopté. Donc, c'est un pas en avant. Il n'y a pas grand-chose qui a été dit là-dessus, mais quand même, c'est déjà quelque chose, parce que quand on parle de transition juste, c'est plus ou moins une bonne partie de ce qu'on appelle la justice climatique. Donc, c'est un volet très important. Dans la décision finale du plan de mise en œuvre là, de Shark and Check, il y a eu aussi la reconnaissance pour la première fois du rôle des enfants comme agents de changement. Ça, c'est intéressant parce que quand même, on le voit partout dans le monde que des jeunes prennent en main tout ce qui se passe par rapport à la crise climatique et agissent. Donc, qu'il y ait une reconnaissance à ce titre, pour nous, c'était quand même assez positif. Puis il y a eu quand même des références au droit à un environnement propre, sain et durable, suite à probablement aussi l'adoption de résolutions aux Nations unies là-dessus. Donc, c'est déjà un bon départ de commencer à avoir des références à ce droit-là. Mais malheureusement, je peux aussi dire que ça a été terni par le fait que les gouvernements n'ont pas pris des mesures significatives pour protéger l'humanité, les droits humains contre l'accélération du réchauffement de la planète et ses conséquences dévastatrices. On avait dit que c'était une COP de mise en œuvre, puis finalement, il n'y a aucune nouvelle mesure qui a été adoptée pour garantir que le réchauffement climatique ne va pas dépasser 1,5 degré. Et tout le monde va le dire, en fait, c'est que les États n'ont pas entériné l'abandon de tous les combustibles fossiles et de toutes les subventions dont ils peuvent bénéficier. Donc, on peut se féliciter que le Canada ait décidé d'éliminer certaines subventions cette année, mais on va espérer aussi, pour continuer sur cet élan, qu'il va toutes les annuler finalement, parce qu'il en reste encore, et ce, le plus rapidement possible. Donc, il y a eu des avancées, mais en même temps, il y a encore beaucoup disons, à travailler pour obtenir justice. Merci, Colette. Je vais rebondir sur un des derniers éléments que vous avez mentionné là, quand vous avez parlé de la mention du pétrole, des carburants fossiles. On comprend que c'est l'éléphant dans la pièce et je me retournerai peut-être vers Salomé à ce moment-ci pour voir en fait deux des questions aussi qui sont importantes. Bon, il y avait aussi la sortie des carburants fossiles l'année dernière et les questions de financement. Est-ce qu'il y aurait des éléments sur ces volets-là que vous voudriez nous aborder sur certains résultats positifs ou négatifs, là, si on veut, en ce qui a trait à ces deux dossiers-là plus spécifiques? Oui, absolument. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être ici avec vous. La première chose qu'il faudrait souligner par rapport à la COP de l'année dernière, c'est la présence notamment de lobbyistes de l'industrie fossile. Il y avait un rapport de Global Witness qui a recensé, il me semble, un peu plus de 600 lobbyistes qui étaient présents aux négociations, ce qui est quand même énorme et ce qui est un conflit d'intérêts en fait qui est important de souligner. Et la délégation canadienne particulièrement a donné une grande place, un grand rôle à l'industrie fossile. On se souvient que l'Alliance Nouvelle Voie notamment avait tout un événement au sein de la délégation canadienne qui est au final en contraire avec les objectifs d'un sommet de l'ONU qui de base est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc du secteur de l'énergie fossile. Par rapport à justement la COP de l'année dernière, comme Colette l'a mentionné, c'était une COP de l'implémentation. Et au final, les résultats restent mitigés parce que d'un côté, comme il a été déjà souligné, euh, les, les grandes avancées se sont posées surtout sur les conséquences
et les impacts du changement climatique, donc via l'accord historique sur les pertes et préjudices ou les pertes et dommages, qui était, comme l'a mentionné Marwan, depuis des décennies que certains États insulaires et beaucoup de pays qui font face au changement climatique ont demandé que ce fonds soit établi. Donc, c'est une grande avancée et c'est un pas en termes de justice climatique là-dessus, malgré, je pense qu'on en discutera après, le fait que l'opérationnalisation, il me semble, de ce fonds euh, arrive avec quelques bémols, mais ça reste quand même une première étape. En ce qui concerne spécifiquement les énergies fossiles et ce qu'on appelle le fossil fuel phase-out, donc l'élimination progressive et complète, malgré qu'il y ait plus de 80 pays qui ont demandé à ce que ce soit mentionné dans le texte final, ça n'a pas été intégré l'année dernière. Donc, c'est vrai que c'est quand même le gros manquement de la COP27, sachant que les pays riches, les pays pollueurs et leurs engagements actuels ne permettent pas de tenir l'objectif des accords de Paris actuellement, y compris celui du Canada. Et on est quand même sur une trajectoire qui nous dépasse à plus de 2 degrés actuellement. Donc, il y a vraiment besoin que cette année, justement, les causes de la crise climatique, donc l'énergie fossile, soient vraiment mis en premier plan. Et puis la dernière chose que je mentionnerais aussi, en lien avec la justice climatique et en lien avec notamment le fonds des pertes et dommages, c'est de manière générale la finance climatique. Donc l'engagement des pays qui a été pris à la COP 15, il me semble, de Copenhague, de donner 100 milliards de dollars par an pour les pays en voie de développement économique pour les aider à atténuer et à s'adapter au changement climatique. Ça n'a toujours pas été atteint l'année dernière. Donc, je pense que la finance climatique, qui était déjà un gros sujet de discussion l'année dernière, le sera aussi cette année. Et enfin, la dernière chose, même si j'avais déjà dit que c'était la dernière chose, il y avait aussi un lien qui avait été fait par rapport à la COP 15, donc la COP sur la biodiversité à Montréal, qui était voilà, souligner le fait qu'il y avait besoin de s'adresser à la crise de la biodiversité ainsi qu'à la crise climatique en même temps, en symbiose, parce qu'on ne peut pas s'attaquer à la crise climatique et à la crise de la biodiversité séparément. Donc, ça a été souligné malgré le fait que ce langage-là ne se soit pas reflété dans le texte final. Merci, Salome. I would like also, Kevin, to ask you a question with that. Salome mentioned the link between biodiversity and climate change. And I would like to hear what you think about the results and your reflection about COP27 regarding these notions, the climate justice as well concepts, and how did we add some nice results, and what are the bad results you would like to mention regarding all these aspects? Kevin, did you hear me? Oh, je peut-être. Okay. Well, you're asking me right now? Yeah. Oh, sorry. Like I began with asking you, like if you have some thoughts about these links that Salome mentioned about biodiversity, climate change, and the results of the COP, the last COP. Maybe I'll let the other speakers go first, because what I'm going to talk about is more philosophical about this messed up. OK, that's fine. Est-ce que vous voudriez, vous, ajouter des réflexions sur ce que Salomé mentionnait? Parce qu'effectivement, ces crises-là sont toutes interreliées. Donc, comment les résultats de la COP ont fait certaines avancées? Il y a beaucoup de volets là, que vous avez déjà abordés, mais j'aimerais ça quand même vous entendre sur ces éléments-là, si vous en aviez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer dans la conversation? C'est sûr que la COP 15, bon, c'était à Montréal, encore une fois, d'un point de vue de la société civile. On était préparé quand même dans un relatif euh, laps de temps assez court quand même pour l'accueillir, mais il y avait quand même la pression du fait que c'était la première fois ben, c'est à chaque 2 ans les COP biodiversité et que c'est un peu l'angle mort souvent quand on parle des enjeux environnementaux, souvent ça va être juste le climat, puis et donc la grande avancée ça a été le- le- l'objectif, l'ambition de protéger 30% des espaces naturels à l'horizon 2030. Donc, ça, je ne sais pas comment cette année, ça va se refléter dans
le cadre des négociations, est-ce que ça va être comme vu les deux ensemble ou si ça va être encore une fois plutôt laissé de côté ou ça va faire l'objet de side events peut-être. Mais je pense que ce que la COP15 a apporté, c'est l'élément, euh, l'interrelation qui doit être permanente. Il faut toujours les prendre ensemble. Puis, je pense aussi que ce que la COP15 avait apporté, c'est le côté, les causes sous-jacentes, de s'attaquer aux causes profondes euh, qui causent cette crise de la biodiversité. Et je pense que là encore, ça va être vraiment crucial de s'attaquer aux causes profondes si on veut vraiment, même pour le climat, essayer de limiter à 1,5 ou même à 2 degrés. Donc, jusqu'à quand est-ce qu'on va réussir à temporiser un petit peu, puis à procrastiner sur cette discussion, sur les causes profondes qui ont autant d'impact sur le climat que sur la biodiversité, que sur la justice sociale, les droits humains, les droits des femmes, tout est relié. Donc, je pense que à un moment donné, on va pas pouvoir trouver des excuses ou des manières d'éviter cette conversation-là. Ouais, tout à fait. Merci Marouane. Je reviendrai peut-être sur un dernier élément avant de passer là, à la suite des questions. Salomé, vous avez parlé beaucoup de la question du financement. C'est aussi un éléphant dans la pièce. Moi, souvent, l'image que je donne quand je donne des conférences sur les questions de financement climatique, on parle de 100 milliards qui n'a toujours pas été atteint et 100 milliards, c'est 10 troisième lien si on remet l'image. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à l'échelle mondiale, c'est fort peu. Qu'est-ce que vous espérez qui ressortent là, ces réflexions-là sur les questions de financement? Parce que vous avez parlé du non-respect l'année dernière. Là, cette année, on pense que ça sera atteint. Donc, j'aimerais peut-être avoir un peu vos lumières là, à toutes et tous concernant les résultats de l'année dernière là, sur le financement. Est-ce que vous avez senti l'année dernière qu'il y avait une volonté réelle de progresser sur les questions de financement? Peut-être que je peux commencer. En termes de financement, il me semble, et aussi l'année dernière, c'était ma première COP, donc j'étais un peu dans la même situation que Marwan, sauf que je l'ai suivi d'ici du Canada. Mais en termes de financement, il me semble que l'année dernière, c'était vraiment plus focalisé sur le fonds pour les pertes et dommages, parce que le financement, il est quand même structuré en 3 piliers. Le premier, ce serait pour l'adaptation, le deuxième pour l'atténuation et celui de l'année dernière sur le fonds pertes et dommages, donc les impacts qu'on appelle unavoidable, j'oublie la traduction en français, du dérèglement climatique. Et donc, je pense que le gros focus des pays, notamment pollueurs, était là-dessus, plus que sur les 2 autres piliers, donc d'adaptation et d'atténuation, comme vous l'avez mentionné, étant donné parce que l'objectif des 100 milliards de dollars n'a pas été atteint. Il devrait être atteint cette année et il devrait y avoir aussi une nouvelle négociation pour post-2025, comment les pays riches et pollueurs vont pouvoir vont pouvoir donner une aide financière, notamment aux pays qui font face au dérèglement climatique. Et je pense que quelque chose qu'il faudra aussi souligner, c'est que beaucoup des engagements qui ont été faits, notamment dans l'atténuation et l'adaptation depuis les dernières COP, c'est que beaucoup sont faits en prêts et non en subventions, ce qui en fait demande aux pays qui font face au changement climatique de rembourser cet argent-là, alors que de base, ce sont les pays qui ne sont pas les premiers responsables de la crise. Donc, c'est très important de souligner à chaque fois qu'on parle de financement climatique qu'il faut prioriser absolument les subventions parce qu'on ne peut pas demander, ça n'a aucun sens en fait de demander à ces pays-là de rembourser, sachant que c'est juste une question de justice climatique. Merci, Salomé. J'en profiterai peut-être pour vous amener donc sur l'année, entre l'année dernière et la COP qui commence aujourd'hui. J'aimerais peut-être un peu vous entendre sur le fait que les négociations se sont poursuivies aussi toute l'année. On parle souvent des 2 moments forts que sont les COP, mais entre les COP, il y a énormément de négociations qui se déroulent. Il y a plusieurs rapports aussi qui sont déposés. Il y en a eu plusieurs dans la dernière année, donc s'il y en a certains que vous voulez élaborer avec nous. Et j'aimerais donc vous entendre aussi sur ce qui s'est passé dans la dernière année, des événements clés, des enjeux, des rapports qui sont venus mettre en lumière certains éléments qui devraient être abordés
pendant cette COP, parce qu'on sait que l'année 2023 a été une année particulière. Il y a eu énormément d'impacts des changements climatiques. On peut penser à ce qui s'est passé partout au pays, mais aussi sur l'ensemble de la planète. Donc, j'aimerais peut-être vous lancer la discussion, à savoir, est-ce qu'il y a des éléments clés qui sont arrivés dans la dernière année que vous aimeriez nous mentionner, que ce soit des rapports spéciaux, des négociations qui ont peut-être été près d'aboutir. Donc, j'aimerais vous entendre sur cette progression qu'il y a eu dans la dernière année. Est-ce que Colette, je peux vous lancer la balle en premier? Oui, merci Annie. En fait, moi, je n'ai pas regardé l'ensemble parce que c'est assez volumineux, mais en ce qui a trait aux discussions par rapport à ce qu'on appelle le bilan mondial ou en anglais le Global Stock State, nous, l'analyse qu'on fait d'Amnesty International des dernières négociations, donc il y a eu un rapport synthèse qui est sorti, les dates m'échappent, là, mais soit juin ou septembre, là, je me trompe un peu. Ce qu'on notait quand même, c'est qu'il y avait quand même des écarts dans ce que, évidemment, la société civile demande versus ce que les gouvernements ont négocié jusqu'à maintenant. Et notamment une faiblesse énorme dans la non-reconnaissance d'appuyer le bilan mondial sur les droits humains. Sur la mise en œuvre, la promotion, mais le respect des droits humains. Et les trois mots ont de l'importance parce que ça veut non seulement dire, ça veut dire non seulement qu'il faut l'indiquer, mais il faut également avoir des outils pour rendre des comptes par les États pour s'assurer de la mise en œuvre des droits humains. Et quand on dit mettre en œuvre les droits humains, c'est s'assurer que ça touche les bonnes personnes au bon moment, avec les bonnes ressources, le bon financement. Et c'est là où le bas blesse, en fait. C'est que dans ce qu'ils ont pour le moment montré, mais on sait que tout peut changer pendant la COP28, ce qu'on en sait pour le moment, c'est qu'il n'y a pas de rendu de compte pour le moment. Et ça, c'est quand même important parce qu'on ne peut pas, nous, en tant que société civile, suivre ce que les divers États font et comment ils mettent en œuvre et d'évaluer leur vraie réalisation. Parce qu'il y a des réalisations quand même, mais si on n'a pas les outils pour les évaluer à leur juste mesure, on ne peut pas faire notre travail. Donc, pour moi, c'est vraiment le gros point sur lequel on a travaillé cette année jusqu'à maintenant et qu'on va suivre pendant la COP28. Merci, Colette. Est-ce que, Salomé, vous voudriez ajouter des éléments sur ce que Colette a dit? C'était déjà assez clair. Moi, je pensais rajouter peut-être sur les autres, quelques autres rapports que on a soulignés cette année. Donc, on a le rapport du GIEC qui est sorti en début d'année qui nous a encore une fois en fait rappelé l'urgence du changement climatique, les impacts et les réductions d'émissions de gaz à effet de serre qui étaient requises. Il y a aussi le rapport de l'AIE en français, donc the International Energy Agency, qui prévoit une baisse de la demande de pétrole et de gaz de plus de 75% d'ici à 2050 et qui réitère en fait le besoin urgent, critique des pays producteurs de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et ils ont réitéré également qu'il ne faut plus de nouveaux projets pétroliers et gaziers si on veut atteindre en fait les cibles des accords de Paris. Et malheureusement, le Canada n'est pas du tout, en fait, se situe vraiment en mauvaise place par rapport à ces rapports-là. Le dernier rapport que je mentionnerai, c'est celui de All Change International, qui est sorti juste avant, en fait, le sommet de l'ambition climatique de l'ONU en septembre, et qui révélait que le Canada est en passe de devenir le deuxième pays au monde pour ce qui est de l'extraction de nouveaux gisements de pétrole et de gaz entre cette année et 2050. Et donc, qui pourrait placer le Canada à l'origine à environ 10% de l'expansion prévue au niveau mondial, ce qui est énorme et ce qui est complètement à l'opposé de ce que le Canada en fait se prétend. Le Canada se prétend comme leader climatique, mais continue en fait de planifier l'expansion de pétrole et de gaz, et puis ne remplit pas en fait ses ambitions et ses objectifs climatiques qui sont déjà trop peu ambitieux par rapport en fait à sa contribution équitable, notamment due à ses émissions historiques et prévues aussi jusqu'à 2050. Et puis, une des dernières choses sur lesquelles nous, on a particulièrement travaillé cette année, en tout cas dans notre campagne, c'est les liens entre
on parlait de de l'éléphant dans la pièce, donc l'industrie fossile. Et donc, quand on parlait un peu de financement climatique tout à l'heure, et puis là, des gros rapports et des choses qui se sont passées cette année, il y a eu aussi également les réunions de négociation sur les pertes et dommages et en gros, qui allait devoir contribuer à ce fonds-là. Donc, on parle évidemment des pays producteurs, ce qui est très important, et des pays pollueurs. Et ce qu'on essaye aussi d'amener, c'est les entreprises fossiles. Donc, l'année dernière, il y a la première ministre de la Barbade qui a appelé, en fait, dans son discours d'ouverture à une taxe sur l'industrie fossile pour payer pour les dommages climatiques. Et un rapport qui est sorti en mai de cette année, c'était une étude de l'Union of Concerned Scientists qui a établi un lien direct, en fait, entre les feux de forêt qui se sont passés en Amérique du Nord depuis les années 80 et les 80 entreprises fossiles, notamment, en fait, en établissant un rapport de causalité, en se disant que ces feux de forêt ont été directement aggravés par ces entreprises fossiles-là. Donc, en fait, il y a de plus en plus d'études qu'on appelle d'attribution qui lient les événements météo extrêmes qu'on a vus, notamment cette année avec la saison des feux de forêt record au Canada avec plus de 18 millions d'hectares brûlés et directement les entreprises d'énergie fossile qui au final sont les principales responsables de l'aggravation du changement climatique et donc de l'aggravation des événements météo extrêmes. Donc en fait, ces rapports-là s'alignent aussi avec tous les rapports voilà, du GIEC, de l'AIE et toutes les choses un peu plus, on va dire, techniques, mais connues, et aussi voilà, d'amener l'idée que l'industrie fossile, qui pour l'instant en fait continue de polluer en toute impunité, a aussi une responsabilité qui est maintenant scientifiquement établie dans l'aggravation du dérèglement climatique, et donc elle devrait être tenue responsable pour ça. Merci, Salomé. Marouane, est-ce qu'il y a aussi d'autres éléments que vous souhaiteriez aborder sur la Euh, progression dans la dernière année? oui, ben, c'est pas un rapport, mais c'est un événement qui a eu lieu en mars dernier, la conférence des Nations Unies sur l'eau. C'est la première en plus de 40 ans. Et puis, il y a eu quand même une grosse affluence dans le siège des Nations Unies. On avait une petite délégation québécoise là encore. Et ça a été un moment marquant quand même parce que c'était la première fois en très longtemps où, et notamment avec toutes les avancées de la science, des changements climatiques, etc., où on avait un moment pour discuter de comment est-ce qu'on planifie la gestion de l'eau de manière durable pour les prochaines décennies. Et ça aboutit quand même à l'adoption d'un programme d'action pour l'eau avec quelques centaines d'engagements, notamment l'Union européenne, par exemple, qui s'est engagée à soutenir l'accès à 70 millions de personnes à une source d'eau potable. Aussi l'engagement de créer un rôle d'envoyé spécial de l'ONU à l'eau. Antonio Guterres, donc le secrétaire général de l'ONU, a insisté sur l'importance que l'eau soit reconnue comme droit humain fondamental, ainsi que l'importance de la réduction de les pressions sur le système hydrologique. Donc je pense que c'est quand même important aussi dans ces moments que sont les COP, de revenir à l'essentiel des besoins humains, de centrer un peu nos plaidoyers sur ça aussi, sur l'eau, l'alimentation, ça va être quoi les impacts là-dedans. Et en ce sens, la COP 27, ça a été quand même la première fois où, dans le rapport final, dans donc le document final, on a reconnu l'importance de préserver les ressources en eau, les écosystèmes aquatiques aussi en prévision des impacts à venir, et aussi de leur lien avec les systèmes alimentaires dont on doit garantir la durabilité parce que à la fin de la journée, si les impacts des changements climatiques affectent autant les rendements agricoles, les sources d'eau potable, c'est un enjeu de droit humain fondamental. Et c'est pas anodin que ça ait été adopté lors de la 5e COP africaine l'année dernière. On espère là encore qu'à Dubaï, qui est à la base un vaste désert, on va revenir aux essentiels. Euh, Puis peut-être pour faire le lien aussi avec ce que Kana Zoron très brièvement disait, qu'il y a des enjeux philosophiques qui sont quand même pas étrangers du tout à ces discussions très techniques, très politiques. Il faut toujours en revenir à nos fondamentaux. Merci, Marouane. J'en profiterai pour revenir à vous, Kevin. Est-ce qu'il y a des éléments aussi de la dernière année? Ah, ben, je vous laisse la parole. Kevin, je vous laisse la parole. You can talk now.
Can you hear me? Yeah. I'd like to start out by saying there was a conference that happened here in Montreal in 2007. I was one of the elders that opened that event inside the St. Joseph's Oratory. If I look from 2007 to now, what has happened? What's changed? Nothing. You know, this snapping turtle that I carry represents this Western Hemisphere. We call it Turtle Island. It's also representing of Mother Earth. Because it is alive. She is alive. If this Earth Mother wasn't alive, we'd all be dead. Everything, from the sacred breath that we take every second of our life, to all the food, to all the water, to everything. Where do you think it comes from? It comes from a living woman that we call Mother Earth. So she gives us this unconditional love. And all she asks is that we give thanks every day. Now, in this Western Hemisphere, we have so many different nations here. We all have our own different creation stories. For us, the Longnose people, our creation story talks about our grandfather, the thunder beings, because they are beings, they're spirits. They have a role, they have a duty, they have a job. They don't only bring the rain and the thunder, but there's a teaching that says that inside the earth, there are these serpents, and that if these serpents ever came out of the earth, that it will literally kill and destroy the people. So every now and then, when those serpents decide to raise their heads, our grandfathers see them, they take their lightning bolts and they hit it to keep that energy suppressed. And the sad part of it is sometimes people get killed by lightning. The reason why I bring this up is because maybe some of you listening, it's the first time you're hearing this story. And you're probably thinking in your mind, that's nonsense. It doesn't have any bearing and any effect on me today. Well, think of it this way. Why are we suffering from global warming and climate change? It's because humans went into the earth and they brought all of this stuff up to the surface. And the more they keep bringing it up, the more we're going to feel the wrath of it. Our grandfathers are still doing their job. Every time they're reminding us, keep that negative energy in the earth, because the more you bring it up, the more you're going to suffer. Now, everybody's saying we have to get off of fossil fuels, stop burning fossil fuels. It's ridiculous to say that, because look at our lifestyle, look at the way we live. If we said, everybody get off of fossil fuels right now, that means no more planes, no more trains, no more driving automobiles, no more transport trucks that deliver all of the foods, the goods and services. So that means the whole so-called civilization shuts down. Now what's going to happen? We're going to go into total chaos. We can't do it. We're in a predicament right now because of capitalism. Capitalism says what we have to do is we have to continue extracting. Because as we extract, what are we going to do? We're going to produce, we're going to manufacture, we're going to advertise, we're going to sell. And then we, the economic slaves, are going to buy it. And when we're done with it, what do? Well, we say we throw it away. Well, where's away? There's no such thing as away. All of these landfill sites, all of this pollution, all of this stuff that we are doing is now coming back to roost. And humans don't like it, because now they have to deal with the stark reality that there's a lot of suffering that's coming down the road, because you didn't want to listen to the indigenous spiritual wisdom that we've been saying ever since day one about listen to our knowledge, listen to our wisdom, listen to the things that we are saying. But it never gets listened to. Now look, we even have war again. Now all of those bombs that hit, they're not only destroying buildings, but it's just like a woman that's taking these punches
bomb, bomb, bomb. You think that this woman, this earth mother, doesn't feel the effect of that hurt when those bombs go off? Just like a woman, there's only so much pain that she can tolerate, then she's going to react. So our mother is going to react in different ways. It's going to be more hurricanes, more tornadoes, more volcanoes, because we humans still don't understand what is our role when we come into this earth. It's not to go to war. It's not to kill. Everything is provided for us to be happy. All we have to do is be grateful every day. And for us, Native people, how does that get expressed? It's all about sacred ceremony, song and dance. Hamba hibaya, hamba hasha. We're so happy that today we have this opportunity to participate in this sacred gift called life, because nobody's afforded tomorrow. But the other thing that we have to understand in all of this is, I don't know if any of you are familiar what they call the aerosol masking effect. That means that if we shut down the heat engine, civilization is a heat engine, all of these aerosols then dissolve and we get a double whammy. So we as a human society globally, we're in a predicament now because we've kind of let this genie out of the bottle and there's no way that we're getting it back in. And now we're going to have to deal with the implications of that. So we have this an addiction, and the addiction is about oil. Right now, I feel like I'm the biggest hypocrite talking here right now. Just last week, we went to our longhouse. We completed the growing season, all of the corn, the beans, the squash, everything that from the spring till now, all of that love and all of that beautiful energy came from our Earth Mother. We did our sacred ceremonies, our songs and our dances, saying that, yeah, we tanked all of that sacred energy. But look at the way I live. I get in my car, I push that button. And my lifestyle, I'm in direct contradiction. I'm like a big hypocrite because the things that I'm supposed to be living every day, I can't do it because of the society, the way we're living. And if I go back into the forest and try to live like my ancestors or hunt and fish and do all of that, I don't even have those kinds of skills. So we are all in this predicament now. How do we end up changing it? Well, if we're saying that we're serious about fossil fuels and we got to get off of it, that means people got to change what they do. So then that means most of us have to begin to stay home and do things different. How are we going to do that? The monetary system has us right now that we are nothing but mere economic slaves. There's no freedom. All of us are being used, abused, manipulated, and controlled, whether we see it, believe it or not. But if we're serious, what the governments have to do is put everybody on a basic monthly income. Stay home, no more using your cars, no more traveling, no more vacation. Start planting trees, plant your garden, and try to limit how much you're using your vehicles and all these different kinds of stuff on a daily basis. That's the challenge. And if we can begin to do that worldwide, and the other thing is the imbalance that exists. It's supposed to be like a seesaw, one dish, one spoon. When we are born and we come into this world, we're all supposed to be afforded everything that we need to have a good life, which means food, home, shelter, clothing. But right now, it's like this. We have the ruling elites, we have the multinational corporations. They're dictating, they're putting all of this stuff on us, and it's out of balance because of the monetary system. So we need a new system that says we're going to level out the playing field. No more ruling elites, no more people that manipulate and control the world, but at the same time, no more famine and poverty so that everybody can have their basic needs met. But if we went on a daily monthly income where people could stay home, well, maybe that's one solution that we could do to start to be serious about it. Because as long as we maintain in a capitalistic system and all it's about is Wall Street and those investors, this beast is going to keep eating and eating and eating until there's nothing left. So we got to change the system. We need a new monetary model because the present system is not working. And until we do that, in my opinion,
we're not changing nothing. And we're going to bring ourselves to that precipice. And we could say that we human beings were so smart that we brought ourselves to human extinction. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci, Kevin. Cette réflexion sur justement les changements à notre notion de bien-être, au rééquilibrage finalement entre ce qu'on apporte, ce qu'on consomme, ce qu'on déploie, je pense que c'est un enjeu qui est de plus en plus important et qui, peu à peu, tranquillement chemine dans les COP, pas à la vitesse souhaitée, mais je pense que tranquillement, quand on parlait de décroissance, par exemple, il y a quelques années, c'était un discours extrêmement radical et marginal et tranquillement, de plus en plus d'acteurs, du moins, commencent à se préoccuper minimalement de réduire et certains d'arriver à cette réflexion sur la décroissance. Ça mène donc peut-être à aborder les positions de certains pays, les positions de certaines parties, de certains acteurs clés. La COP commence, on comprend qu'il y a certains pays qui ont un rôle névralgique à jouer parce que ce sont des importants contributeurs, par exemple, aux émissions de gaz à effet de serre. On peut penser à la Chine, aux États-Unis, mais même au Canada. Là, Salomé, notamment, a beaucoup abordé le rôle du Canada dans tout ça. Est-ce que vous aimeriez, en fait, qui aimerait peut-être nous parler de la position de certains pays en particulier qui mériteraient d'être éclairés sur soit l'évolution de leur position ou les enjeux qu'on doit surveiller sur ces pays-là de manière plus particulière en prévision de la prochaine COP? Salomé, est-ce que je peux te laisser la parole? Oui. Alors, je vais commencer par un disclaimer. Je ne suis pas du tout experte sur la politique de la Chine ou des États-Unis, mais c'est important de le mentionner étant donné que c'est les plus grands pollueurs au niveau mondial. Il y a une déclaration commune qui a été publiée, il me semble, il y a peut-être 2 semaines, de la part des États-Unis et de la Chine en amont de la COP28. Donc, il y a une volonté d'augmenter la capacité des énergies renouvelables, surtout d'ici 2030, et une volonté aussi de travailler de manière en coopération entre ces deux pays. Néanmoins, il n'y a aucun objectif d'atténuation concret qui a été fixé par quand même les grands émetteurs historiques. Et donc, l'engagement d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables et de réduire les émissions du secteur de l'électricité, c'est une bonne chose, c'est un pas dans la bonne direction. Mais il nous faut en fait un calendrier contraignant et un niveau de réduction qui est beaucoup plus ambitieux que ce qu'on a actuellement. Donc c'est ça que je pense j'aurais à dire sur la Chine et les États-Unis. Les États-Unis ont par contre une cible d'ambition, il me semble, un peu plus ambitieuse que celle du Canada, qui est de 50 à 52% par rapport au niveau de 2005 pour 2030, alors que le Canada se situe à peu près 10% en dessous. Donc c'est quand même à souligner que le Canada, malgré ce que je pense avoir déjà dit, malgré le fait que le Canada se pose et se présente comme leader climatique, au final, on est quand même, on est au final, genre, pas du tout Qu'est-ce que j'essaie de dire? On n'en est au final pas du tout un leader climatique et surtout en comparaison avec nos voisins au sud. Le Canada est également le pays du G20 qui a le plus gros écart entre ses politiques climatiques actuelles et sa cible. Donc, il y a quelque chose en fait qu'il faut changer au niveau de l'engagement et de la volonté politique du Canada. Les solutions, elles sont là. En fait, c'est la volonté politique qui manque. Merci, Salomé. Marouane, est-ce qu'il y aurait des éléments que tu voudrais souligner sur la position de certains pays, certains acteurs? Je pense déjà une avancée importante l'année dernière, c'est que le consensus pour la sortie des énergies fossiles, comme on disait, il s'est élargi. C'est 80 États qui se sont engagés dans cette voie-là et qui demandent à l'international qui est la sortie des énergies fossiles. Je tiens d'ailleurs à souligner que même le gouvernement du Québec a pris la décision de rejoindre les États de l'Alliance Beyond Oil and Gas, la BOGA comme elle est appelée. Donc, je pense que c'est important de bâtir sur ça pour maintenir les pressions à différents niveaux. Je pense que sur la Chine et les États-Unis, premier producteur mondial de pétrole et de gaz, la Chine, premier producteur de charbon, à eux deux, ils pèsent pour 45% des émissions globales. Il n'y aura pas d'objectif atteint si ces deux pays-là ne s'assoient pas puis prennent des décisions vraiment ambitieuses, engageantes,
coûteuse peut-être, mais il le faut. Puis on voit quand même d'ailleurs en Chine, qu'il y a toute une filière de photovoltaïque qui se développe, que le développement du train à grande vitesse, des éléments comme ça qui sont porteurs d'espoir peut-être. D'ailleurs, c'est les deux qui avaient joué un rôle majeur pour que les accords de Paris puissent aboutir avec les différents engagements, qu'il y ait des cibles annuelles. Donc, je pense que ce serait bien de placer. Je pense qu'ils se sentent sous pression en ce moment, les deux pays. Puis, évidemment, on ne peut pas ne pas parler des Émirats arabes unis en tant que présidence de la COP, où là, leur rôle est très, très ambigu, pour dire le moins. Situation de conflit d'intérêts, on l'a vu cette semaine aussi, où le président, l'ex-président, parce que depuis hier, justement, il l'est plus, était en plein développement d'affaires, on va dire, pour ces compagnies de pétrole et de gaz. J'en ris, mais en fait, c'est vraiment pas drôle, faudrait pas en rire. Mais c'est une bonne chose déjà qu'il se soit senti sous pression pour démissionner. Et je pense que il y a sûrement une grosse pression sur la présidence émirati en ce moment, une pression pour démontrer que même si c'est un pays pétrolier, on est capable peut-être d'aboutir à un résultat surprenant. Donc, j'espère que cette pression, elle va être maintenue pour faire en sorte que dans la dissonance intenable d'une COP à Dubaï, il y ait quelque chose de positivement surprenant. Merci, Marwan. J'en finirai peut-être avec la dernière question, avant d'ouvrir la parole au public, si vous avez des questions pour nos panélistes. Là, aujourd'hui, donc, on est le premier jour de la COP. Qu'est-ce que nous devons surveiller? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce que dit votre boule de cristal? Et peut-être, je lancerai la parole en premier à Colette pour voir quels sont les éléments importants là, que vous voudriez qu'on suive en ce début de COP. Bien évidemment, l'abandon total des énergies fossiles et qu'on cesse également toute subvention, que ce soit, je l'ai dit tantôt, le Canada a commencé à éliminer certaines subventions, mais on ne parle pas seulement du Canada, on parle de tous les pays développés. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'on souhaite, c'est que ça apparaisse non seulement dans tous les textes, mais qu'il y ait des mécanismes de suivi pour s'assurer que c'est bien le cas. Il ne faut pas juste le mettre de façon symbolique, mais de vraiment avoir des actions claires, précises, concrètes qui soient proposées, évidemment. Évidemment, nous, ce qu'on souhaite, c'est que dans tous les plans qui seront discutés à tous les niveaux, notamment celui que je vous ai parlé tantôt, le programme de travail pour la transition juste, nous espérons que ça va se baser sur le respect des droits humains, l'ensemble des traités qui existent à ce niveau, tant aux Nations unies que les différentes autres régions du monde. Et on souhaite qu'il y ait des plans qui soient conformes aux droits humains, qui soient clairs, concrets, spécifiques et mesurables. Et ça, c'est vraiment des mots importants. L'ensemble de chacun de ces mots fait un tout qui permet d'avoir une belle vision de ce qui se passe. Ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'on reconnaisse dans les documents finaux la participation réelle des peuples autochtones et des organisations de la société civile, notamment de celles représentant les populations de première ligne à tous les niveaux des politiques, des engagements et des processus de l'accord de Paris. Il faut se rappeler que c'est quand même ces groupes-là qui subissent déjà et qui vont subir les affres de la crise climatique. Donc, on devrait leur donner un poids, une parole beaucoup plus importante pour déterminer ce qui est le mieux qui doit être fait. Et c'est eux autres qui sont plus à même d'évaluer quel engagement, quel plan d'action doit être mis en œuvre, avec quel outil, puis quels sont leurs besoins. C'est eux autres qui connaissent cela. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des contributions au financement qui soient améliorées en tout point, mais on voudrait aussi spécifier qu'on a quand même un déficit. Il y avait des prévisions de financement qui étaient mises sur la table il y a plusieurs années et le 100 milliards dont on parle en ce moment, ben ça fait plusieurs années. Donc, on peut penser qu'il y a un déficit actuellement. Donc, non seulement il faut avoir cette somme-là, mais il faut également combler
combler tout ce qui avait déjà été évalué. Et même, il faut également dire que ce 100 milliards-là, c'était une base. C'était pas, ça n'était pas pour combler l'ensemble des besoins. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir un engagement. Là, je vois aujourd'hui que le document de base pour les pertes et préjudices a été adopté. Il y a certains engagements qui commencent à sortir de l'Union européenne, de l'Allemagne. Je ne vois pas le Canada et ça ne semble pas sortir. Je peux vous dire que dans les échanges qu'on a avec la société civile du Québec, on commence à se dire que le Québec disait qu'il n'était pas pour annoncer des sommes s'il y avait pas, si ce document-là sur les pertes et préjudices n'était pas adopté. Maintenant, il est adopté. Donc, la question qui se pose sur nos réseaux en ce moment, c'est est-ce que le Québec va réagir et mettre sur la table certaines sommes. Donc, pour nous, un petit peu, c'est ce qu'on va suivre pour le moment, pour les prochains 2 semaines. Merci. Marouane, est-ce qu'il y a des éléments donc à surveiller? D'abord, j'aimerais faire un petit erratum. Je me suis fait avoir par une fausse nouvelle. Donc, le président de la COP est toujours président de la COP. J'ai lu ça hier, mais merci Salomé qui me l'a signalé. Donc, je pense que le truc à surveiller, c'est que dans le quotidien des COP, on tombe très vite dans dans les méandres de la technicité, des politiques, de trucs très précis. Et c'est quand même une routine. Donc, je pense que ça va être euh, ça va être crucial de garder le lien constant entre ces éléments vraiment essentiels de politique publique à l'international qui doivent être développés dans le cadre onusien, qui est un cadre complexe et c'est normal, mais il faut garder le lien et avoir toujours en ligne de mire ce lien avec tout ce que Gana Zohon disait tantôt sur notre euh, sur le sens d'humanité en quelque sorte, où est-ce qu'on s'en va. Donc, je pense que ça, c'est peut-être un petit peu difficile. Là, ça va être la 30e COP quand même. Là, on s'installe dans une petite routine année après année où la focale, c'est vraiment cette COP, aujourd'hui, voilà ce qui va se faire, etc. Donc, c'est juste une invitation d'essayer de ne jamais perdre de vue la vision globale, puis le tournant le tournant radical qu'il va falloir prendre euh, pour essayer de sauver les meubles le plus possible, puis essayer surtout de protéger les populations qui sont le plus impactées et qui vont être le plus impactées par ça. Donc, je pense que avec les changements incrémentaux qu'on voit, c'est important pour nous aussi en tant que mouvement d'avoir une exigence de résultats, une exigence de ce tournant radical et de se poser des questions honnêtes aussi sur nos stratégies, nos ressources autour des COP. Donc, ça, c'est moi ce que je vais observer un petit peu et le discours que je vais essayer de tenir un peu pendant cette COP pour garder autant la vue sur le quotidien des négociations et du développement de politique, puis les objectifs plus globaux pour qu'on se sauve en tant qu'humanité. Merci, Marouane. Je vais faire un dernier petit tour de roue avec cette question, mais pour le public, si vous souhaitez, vous pouvez commencer à écrire vos questions dans la section questions et par la suite, je vais pouvoir commencer à lire certaines questions pertinentes de votre part là, pour qu'on puisse poser au public. Je me tourne maintenant donc vers Kevin et vers Salomé. Qu'est-ce que vous surveillerez lors de cette COP? Salomé, est-ce que je te laisse commencer? Oui, alors il y a beaucoup déjà qui a été mentionné, mais je pense que nous, de notre côté, ce qu'on va surtout surveiller, c'est le fossil fuel phase-out, donc la sortie progressive des combustibles fossiles et spécifiquement un texte, un accord à la fin de la COP pour vraiment avoir cet engagement de la part de tous les pays. Et la deuxième chose qu'on va vraiment nous suivre, c'est bon, bah, le fonds l'opérationnalisation du fonds pertes et préjudices qui a en effet été fait aujourd'hui, mais quand même en fait l'intégration, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, de l'industrie fossile dans ces discussions-là, parce que comme on l'a dit, l'industrie fossile c'est l'éléphant dans la pièce. Le président de la COP, c'est un
un pétrolier. Il a été accusé, comme l'a rappelé Marwan, de faire des deals et d'utiliser le sommet pour faire des deals pétroliers. Donc, il y a quand même un énorme conflit d'intérêts là. Et il faut, mais on va dire l'opportunité, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, c'est vraiment de mettre en lumière l'industrie fossile et de souligner le fait qu'elle ne peut pas être présente à la table de négociation, elle ne peut pas être présente à la table de décision comme elle l'a été depuis des années. Et donc, on a besoin d'une COP d'implémentation comme a été proposé l'année dernière, mais cette année, il faut vraiment que ce soit le cas. Donc, ça se passe sur un accord sur l'élimination des combustibles fossiles, mais de manière rapide, de manière exhaustive et de manière équitable, ce qui est très important, et pas le pari sur les technologies spéculatives sur lesquelles le Canada est en train de trouver des échappatoires à ses responsabilités. Euh, Comme a été mentionné aussi par Colette, notamment la question du financement. À un moment donné, les pays qui font face au changement climatique vont avoir une perte de confiance politique par rapport aux pays pollueurs qui s'engagent mais qui ne respectent pas leurs promesses. Donc, les financements, notamment supérieurs à 100 milliards de dollars, parce que les coûts causés par les impacts du dérèglement climatique vont être énormes et que les pays ont vraiment besoin de cette assistance par les pays pollueurs. Et puis, comme on l'a mentionné, voilà, les pertes et dommages et les modalités par rapport à ça. J'ai vu très, très, très brièvement ce qui s'était dit, enfin, les, les détails pardon, du texte qui a été proposé à la COP. Il reste quand même beaucoup de bémols. C'est un fonds qui manque de... Voilà, où on ne sait pas vraiment qui encore va devoir payer. Il n'y a pas de j'oublie le mot en français, excusez-moi, de accountability de la part des pays pollueurs. C'est une étape dans la bonne direction, mais il faut vraiment que des pays, par exemple, comme le Canada, qui sont des pollueurs historiques et qui continuent de polluer, qui soient les premiers à être en ligne à payer la note et surtout, en fait, qu'on mette l'accent, qu'on mette la lumière sur l'industrie fossile. On ne sait pas exactement combien de lobbies il va y avoir cette année. Il est possible qu'il y en ait autant que l'année dernière, il est possible qu'il y en ait plus. Donc, il faut vraiment, en fait, que on sorte en fait l'industrie de ces négociations-là et qu'on les fasse payer pour, en gros, les dommages qu'elles ont causés. Merci, Salomé. Kevin, est-ce qu'il y a des éléments que vous voudriez ajouter? Regarding the crystal ball, in September of 2020, right at the equinox, our sister community, Akwesasne, one of the clan mothers, asked for 13 spiritual warriors to go out in the natural world to go vision quest and fast. When you go vision quest and fast, that means give up your wife, give up your kids, give up your gadgets, give up food, water, and go sit in that sacred place in a sacred center, circle, and open yourself up to the cosmic intelligence. So I was one of those spiritual warriors that took up the challenge. And when we got done with that sacred ceremony and going to the natural world and asking, where are we in these times? The messages that came in strong is not one that many people are going to want to like to hear. But I'll just put it to you this way. As we moved into these troubled waters and these troubled times, do not take anything for granted, even your own life. Anything could happen at any moment now, and your life will be over because of these precarious times that we're in. So what I say is don't worry about it. We probably can't change it now because, as I said, we've crossed some of those tipping points. So just live each day like it's your last. What can you do as an individual to say, how can I be more in accord with the natural way? You know, when we sat, some of our deep thinkers, and we said, okay, how do we get out of this? You know what was the solution that we looked to? The Amish. They don't have no electricity. They have a horse and buggy because they knew that cars and all of this progress is what's going to destroy the earth. So how many of us can be like the Amish to say we could give this up and go back to a natural way? Majority of us can't. We are addicted. We are addicted to this lifestyle, and even me, as much as I know,
I can't go live like my ancestors. Even in our community, it's like a little municipality. We can't. And then if we ask the government, we say, give us our land back so we can go live like our ancestors. The first thing they say, we're not giving you no land. You have your little reservation, your little concentration camp that you're on. You should be happy. So we're all in this together. We're stuck. So the only thing that I could say is that, hey, you have today, just do what you can do then as an individual to make it better so that hopefully the future will inherit a happy, safe, clean, beautiful, peaceful, loving home. That's our responsibility to them, and we can't let them down. Merci beaucoup. Thank you. Merci, Kevin. Ça revient beaucoup à la logique de individuellement, on peut aussi beaucoup faire. Les autres, est-ce que vous aimeriez ajouter, là, et c'est une des questions de la salle que je vois maintenant. En fait, en tant que société civile, qu'est-ce qu'on peut faire aussi de plus pour que ça avance concrètement? Je laisserai peut-être la parole à Marouane pour commencer. Je vais passer mon temps, je vais réfléchir un petit peu. Je suis encore pris par tout ce que Ganazaron, la sagesse qu'il nous partageait. Je le rejoins vraiment beaucoup là-dessus. Je vais juste prendre un moment pour réfléchir si quelqu'un d'autre veut se lancer. Parfait. Colette, je m'adresse peut-être à vous à ce moment-ci. Donc, qu'est-ce que la société civile peut faire de plus pour que ça avance concrètement? Ben, je pense qu'on fait déjà beaucoup. En fait, on est en solidarité l'un avec l'autre. Je le vois ici à Dubaï, on travaille main dans la main pour essayer de faire avancer les dossiers. Donc, en fait, ce que tout le monde peut faire, c'est soutenir également ces groupes. On est des groupes assez diversifiés, tant du Québec que du Canada et de partout ailleurs. Et on essaie de soutenir chacun dans ses propres capacités. Par exemple, quand on parle du fonds pertes et préjudices, c'est quelque chose qui avait été demandé par les pays plus dans le sud global qui subissent de plein fouet la crise climatique. Et c'est dans des causes comme ça qu'on démontre qu'on est capable de travailler ensemble pour obtenir quelque chose. Donc, moi, je crois beaucoup, en fait, à la pression populaire. Les groupes aussi ne peuvent pas fonctionner si derrière eux, ils n'ont pas la pression populaire. Donc, ça joue à tous les niveaux, en fait. Et ensuite aussi, je pense qu'il y a toujours moyen de travailler avec différents gouvernements. C'est pas facile, on n'a peut-être pas le même langage, mais je pense qu'il y a moyen d'avancer certaines choses et de travailler donc avec ces alliés qu'on trouve un petit peu à droite et à gauche. Mais je pense que de prime abord, c'est solidarité avec les personnes qui subissent de plein fouet la crise climatique, puis de travailler main dans la main avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, sans prendre la parole pour eux. Il faut être un porte-voix, il faut dire clairement qu'on travaille main dans la main avec ces personnes, ces communautés, ces groupes, et leur laisser toute la place quand on le peut. Merci, Colette. Je vois qu'il y a une question qui pourrait être posée donc directement. Antoinette Ovechkin, je vous laisse la parole pour poser directement votre question. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, par contre, côté vidéo, j'ai un problème, je ne sais pas. Est-ce que peut-être vous, de votre côté, débloqué? Enfin, je ne sais pas. Parce que j'arrive pas à... Vous pouvez à ce stade-ci que simplement poser votre question. On vous entend. En fait, non. Je ne sais pas si nous, on a le droit peut-être de répondre à la question posée ou c'était... Allez-y. Ah, bon, ok. En fait, par rapport à la question donc posée, je suis d'accord. Je rejoins l'idée de, si je ne me trompe pas du prénom, de Colette, pardon. Et je suis tout à fait d'accord avec Colette dans l'idée que oui, je pense que c'est une question, encore une fois, de solidarité, ou main dans la main. Et puis surtout, j'ai envie de dire que d'abord et avant tout, c'est une question de éco-responsabilité. C'est la responsabilité de chaque personne au sein de cette magnifique planète qui est en train de voilà, partir en feu, si je peux dire ça. Mais c'est une question vraiment c'est chacun doit individuellement agir donc ici à l'échelle du pays, chaque individu, chaque personne, encore une fois, donc ici le côté citoyen, il faut vraiment plus d'efforts, il faut beaucoup plus de conscience. J'insiste beaucoup sur la conscience, mais bon, j'ai bien peur que la conscience, c'est quand c'est une question de perfection, quand on est parfait, on peut atteindre ce niveau de conscience et que ça reste durable.
je comprends que l'humain, dans sa définition en tant que tel, c'est quelque chose, on n'est pas parfait, on commet des erreurs, mais en même temps, je sais qu'au fond de lui-même, il a toujours cette lumière, donc cette conscience qui peut, comment dirais-je, revenir et être plus présente, qu'ils ont un bon fond et qui peuvent, je pense, agir en fait. Je pense qu'ils peuvent agir à chacun à leur échelle, à leur niveau. Et puis encore une fois, il n'y a pas que les citoyens. Si les citoyens bougent, bah, c'est parce que le gouvernement bouge aussi. Je pense que ça va dans les deux sens. Parce que si encore une fois, ça va que dans un sens, bah, ça va être difficile pour l'un ou pour l'autre d'agir. Là. Ça va être un petit peu chaotique, un peu problématique. Ce qui se passe d'ailleurs en ce moment, parce que chacun n'agit pas dans les deux sens. C'est-à-dire la part du gouvernement, enfin, le gouvernement doit faire sa part. Pareil pour les entreprises, faut les bouger davantage, j'ai envie de dire les entreprises, mais elles ne bougent pas suffisamment encore aujourd'hui. Pareil aussi pour le côté citoyen, ils doivent aussi en faire davantage. Donc je pense que c'est encore une fois une question d'équilibre. Comme la Terre, hein, qui vraiment nous montre ce très bel exemple qu'on n'arrive toujours pas à, je pense, à voir, mais peut-être que oui, mais aveuglément, parce que inconscience, c'est une question d'équilibre. Et donc, qui dit équilibre, qui dit ça va dans les deux sens ou dans les trois sens, parce que là, je parle du gouvernement, de l'entreprise et des citoyens. Donc, tant qu'on n'arrive pas à comment mettre ça en place, comment faire en sorte que, oui, les citoyens, voilà ce qui se passe sans vous faire peur, voilà où on est rendu aujourd'hui avec les enjeux climatiques, si on ne bouge pas maintenant, voilà ce qui va se passer. À chaque fois, tu sais, ça dépend aussi de comment tu communiques. Comment tu transmets l'information. Faut bien savoir aussi que ce n'est pas tous les citoyens qui sont bien informés, qui savent et qui ne savent plus comment, mais qu'est-ce qu'on doit faire en fait. Tu sais, c'est bien joli d'informer, tout ça, donc il faut continuer. Moi, je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer d'informer comme on le fait à travers des activités, des événements, mais je pense que c'est une question de chacun doit faire quelque chose, agir à son échelle et que ça aille dans les deux sens si possible. Là encore, il faut voir comment faire ça. En continuant comme on fait en ce moment, je trouve. C'est... Merci, Antoinette. Colette, vous vouliez rebondir? Oui, je voulais rebondir, je suis tout à fait d'accord avec Antoinette. Mais moi, je voudrais quand même spécifier que les États et les entreprises ont un rôle particulier plus important à jouer parce qu'ils ont plus de capacités, plus de ressources. Les individus, évidemment, doivent le faire, mais les gouvernements ont tendance à remettre beaucoup la culpabilité sur l'individu alors qu'ils ont une capacité d'agir beaucoup plus grande, notamment les gouvernements, que les individus en soi. Moi, je suis tout à fait d'accord, il faut vivre avec ses convictions également, donc faisons tout le monde des gestes, mais je pense qu'il est important de remettre les responsabilités aux bonnes places. Ça, c'est la première chose pour les États. La deuxième chose, les entreprises, les États sont souvent complices des entreprises pour beaucoup de projets, notamment de développement d'énergie fossile. Je voudrais quand même vous parler de la nation Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, qui en ce moment, plusieurs de ses membres sont criminalisés pour avoir défendu leur territoire de façon pacifique, qui sont harcelés, intimidés, qui font face à un certain nombre, 7 défenseurs en ce moment, qui font face à des procès criminels pour avoir défendu, pour avoir essayé d'empêcher la construction d'un pipeline de gaz fracté. Pipeline, le gaz qui va se rendre en Asie d'ailleurs, hein, il n'y a aucune de ces... qu'on veuille ou non utiliser le gaz fracté, rien de tout ça ne sera utilisé ici. C'est fait pour l'Asie, en fait, pour des pays d'Asie qui ont besoin de ce gaz-là en ce moment. Et on a des gens, donc des défenseurs du droit à la terre, qui sont criminalisés pour l'avoir fait. Donc, on voit ici un État qui est complice d'une entreprise pour développer un projet, parce que l'État a quand même donné tous les permis pour le faire. La GRC, qui est la Gendarmerie royale, est un organe de l'État. Donc, moi, ce que je voudrais ici mettre en lumière, c'est que oui, d'un point de vue individuel, on fait ce qu'on souhaite et on espère vivre selon nos valeurs, mais l'État a un rôle important à jouer dans ce qu'ils acceptent ou non de faire et doit aussi pouvoir contrôler d'une certaine manière ce que les entreprises peuvent faire. Et d'autant plus important dans la crise climatique et le rôle que jouent les énergies fossiles dans l'amplification de la crise climatique en ce moment.
Merci, Colette. Donc, dernière petite intervention de Marouane avant que je clôt ce panel. L'heure de le 10 heures approche à grands pas. Vas-y, Marouane, je te laisse le mot de la fin. Oui, rapidement, donc pour répondre à la question, comment on contribue en tant que société civile, c'est vraiment une grande question, puis la population de tout temps s'est mobilisée de différentes manières. Là, on dirait que l'objectif qu'on veut atteindre, il est vraiment immense, donc c'est comment qu'on se mobilise de manière différente, de manière innovante. On a essayé beaucoup de choses, les manifestations, pétitions. Je pense quand même que la force de la société civile, c'est que c'est un espace ouvert à la créativité, qui n'est pas pris dans des carcans institutionnels, où il y a une multitude d'intelligences différentes qui discutent, qui dialoguent entre elles, autant des intelligences plus expertes, des intelligences plus créatives, d'autres plus mobilisantes, mobilisatrices. Donc, je pense que la force de la société civile, c'est de permettre ces rencontres-là, d'où émergent des étincelles d'espoir, des fois des idées au détour d'une conversation qui vont mener à des campagnes, puis qui vont susciter des mobilisations importantes de la population, qui vont inspirer. Donc, je pense que le fait que ce soit un espace de hasard un petit peu et de créativité, de cœur, d'art, ça fait en sorte qu'on peut en faire quelque chose. Il faut juste y aller, participer, rencontrer d'autres gens, rencontrer des groupes. Et je pense aussi qu'avec ces dialogues-là, on va pouvoir avoir un aperçu de tout ce qui est possible de faire comme société civile. Merci, Marouane. C'était justement le mot de la fin que je souhaitais vous dire. Hein. Les dialogues sont justement ce lieu-là où on peut échanger, discuter. Je vous encourage vivement, si vous avez apprécié cette conférence aussi, d'en parler dans votre entourage parce qu'effectivement, plus on est conscientisé, plus on est de gens qui s'y intéressent, plus on est des gens qui posent des questions, ben plus ça fait en sorte d'engager ce cercle vertueux-là vers la transition socio-écologique puis l'atteinte de nos objectifs collectifs. Parce que si je me permets de paraphraser ce que Kevin Deere disait tout à l'heure aussi, on n'a qu'une seule planète et on se doit donc de la protéger parce que la protéger, c'est nous protéger par le fait même. Donc, merci à toutes et tous pour votre participation. J'espère que vous avez apprécié cette discussion et je vous invite à participer aux autres événements des dialogues qui se dérouleront donc aujourd'hui et également là, tout au long des 2 semaines de la COP. Vous pouvez répondre au sondage directement pour parler de ce que vous avez apprécié, ce que vous aimeriez que l'on aborde davantage. Il est mis directement dans le chat. Donc, merci de nous aider dans tout ça et au plaisir de vous revoir tout au long de ces 2 semaines. Merci tout le monde. Merci, Merci beaucoup. Merci Au beaucoup. plaisir. beaucoup. Au revoir. Thank Au you, revoir. guys. Merci.